Hello les voyageurs et bienvenue sur À ton tour du monde, le récit des voyageurs. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de nouveaux aventuriers. Alors préparez-vous à être transportés au bout du monde. Bonne écoute. Est-ce que tu peux nous remettre directement, je pense, en immersion et nous raconter tout de suite cette grande aventure que tu as vécue? Ouais, bah écoute, salut Florence, salut à tes auditeurs. Je m'appelle Julien Pirot. Je rentre tout juste d'un voyage au Sri Lanka, d'un deuxième voyage au Sri Lanka qui a duré 45 jours. C'était la deuxième partie d'un voyage que j'ai entamé en 2020. Premier voyage qui était dans le cadre d'un tour du monde que je devais faire sur 2 ans. Finalement, je m'y suis blessé au bout de 3 semaines. Du coup, ce tour du monde a duré 3 semaines au lieu de 2 ans. Et cette blessure m'a conduit à un rapatriement médical, hélas. Puis derrière, arrivé en France, c'était du coup début février 2020. Derrière, on a tous vécu la même chose. Il y a eu la pandémie voilà, rendu impossible le retour en tour du monde. Et j'ai patienté comme ça plusieurs années en espérant pouvoir repartir. Pour moi, la condition sine qua non était d'être vacciné, donc j'ai attendu déjà l'arrivée du vaccin. Et ensuite, quand il est arrivé, l'Asie était encore bien paralysée. Et si tu veux, je pense que j'aurais pu repartir en tour du monde, mais je ne voulais pas vivre un tour du monde masqué, privé des contacts humains qu'on pouvait avoir. C'est pas l'idée que je me faisais d'un tour du monde. Donc petit à petit, ce rêve que j'avais de le vivre de la façon la plus libre possible, c'est un petit peu étiolé. Et entre-temps, avec mon mari, nous avons fait d'autres choses, d'autres projets, notamment un road trip en 4L en France, qui petit à petit, en fait, nous a fait prendre conscience qu'on était censé faire un tour du monde de 2 ans à l'étranger et qu'on connaissait si mal notre propre pays. Du coup, ça a remis un petit peu les choses à leur place dans nos têtes. Et finalement, le tour du monde, même si c'était un super projet, j'imagine, on s'est rendu compte que c'était qu'une forme de voyage et que ça ne s'arrêtait pas à ça, tu vois. Mais le Sri Lanka, c'est vraiment resté quelque chose de particulier, déjà parce que c'est un pays extraordinaire et que les gens y sont extraordinaires. Les paysages sont magnifiques, mais c'est vrai qu'il s'était passé quelque chose lors de ce premier voyage, au-delà de mon accident, et ça faisait 3 ans que je parlais à mes proches, notamment mon mari. Je leur disais que je rêvais de repartir au Sri Lanka parce que j'avais le sentiment que la boucle n'était pas bouclée, que j'avais encore quelque chose à y faire. Et depuis 3 ans, je suis resté en contact avec une famille, la famille de Soumit, avec qui s'était passé immédiatement quelque chose. Et ça fait du coup 3 ans que nous étions restés en contact, à échanger des messages presque tous les jours. Dernièrement, un petit peu en amont, c'était plus toutes les semaines. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fin d'année 2022, Soumit m'explique que son pays, donc le Sri Lanka, traverse une crise économique sans précédent depuis la pandémie. On l'a tous su puisque les médias français ont fini par en parler. Le Sri Lanka est clairement surendetté et que le pays meurt littéralement de faim. Donc la situation est très tendue au niveau économique. Ils ont subi des coupures d'électricité de façon répétée en 2021 et 2022, pénurie d'essence, pénurie des matières premières. Enfin, du coup, c'était très compliqué pour la population locale. Et donc, quand il m'explique ça, si tu veux, je me suis senti complètement démuni. Moi, je suis à l'autre bout du monde, je suis personne. On s'est vu 3 fois dans nos vies. Je me dis, mais qu'est-ce que je peux répondre? Parce qu'il n'était pas question de ne pas répondre, mais quoi répondre à un appel à l'aide, tu vois. Et donc, j'ai commencé à réfléchir et je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire concrètement pour aider cette famille dans le besoin? Et donc, j'ai repensé à ce voyage au Sri Lanka. J'ai repensé au fait que moi, j'adore écrire et que j'avais déjà pris énormément de notes lors de ce voyage-là, parce que ça, c'est ma passion, l'écriture. Et donc, je me suis dit, je vais sortir un livre que je vais auto-éditer et je vais reverser 100% des droits d'auteur à cette famille, puisque le but pour moi, c'était de faire quelque chose pour les aider. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai créé ce livre du coup que j'ai auto-édité. Je l'ai sorti sur internet et j'en ai parlé à ma communauté sur les réseaux sociaux et de ce projet-là, on en a tiré plus de 1 000 € de bénéfices, un peu plus de 1 000 € de bénéfices. Et je suis reparti du coup au Sri Lanka cette année grâce à mon mari qui m'a offert les billets d'avion à Noël et j'ai pu du coup repartir au Sri Lanka, apporter cette cagnotte à la famille et faire quelque chose de concret pour eux. Tu vois. Donc c'était vraiment énorme. Et ce voyage-là, était aussi connoté d'un souhait profond que j'avais, c'était de repartir au Sri Lanka pour remercier les médecins qui m'ont opéré. Si tu veux, depuis, je marche avec une plaque dans le pied et chaque pas que je fais aujourd'hui, je repense au chirurgien qui m'a opéré. Et pour moi, c'est hyper important d'être dans la gratitude et dans le remerciement. La famille dont tu parles, qui t'a appelé à l'aide, comment tu l'avais rencontrée au tout départ? Alors, cette famille habite à Mirissa, dans le sud du Sri Lanka. On est arrivé par le plus grand des hasards dans ce village avec nos sacs à dos. On n'avait pas de point de chute, si tu veux, lors de ce voyage au Sri Lanka. On était vraiment parti en mode route. On n'avait rien réservé, à part les billets d'avion. Et une fois sur place, on se laissait vraiment porter par nos envies, par nos rencontres. Et donc, on arrive à Mirissa, qui est un petit village au bord de la côte, au sud. Et au départ, on tape dans la maison d'hôte juste à côté. La maison d'hôte juste à côté, tenue par des Australiens, on a senti qu'il y avait un côté très mercantile, tu vois. Donc, il faut vraiment s'écouter quand dans ces voyages-là. On a senti qu'il y avait un côté mercantile, pas très authentique, pas très voilà. Donc, on est parti sur la maison d'hôte juste à côté, qui est celle de Soumit.
Et là, immédiatement, dès qu'on arrive, on voit un garçon qui nous accueille avec le grand sourire, qui nous met dans un espèce de confort immédiat, comme si on se connaissait depuis toujours, qui nous accueille, qui nous fait rentrer chez lui, qui nous montre sa chambre, qui accepte de négocier un peu le prix, parce qu'on avait un budget très serré. Et très rapidement, les échanges ont commencé à se faire et on s'est senti vraiment à l'aise, comme si on se connaissait depuis toujours, alors qu'on venait de se rencontrer. Et donc, on décide de poser nos sacs à dos chez cette famille. Et là, on découvre du coup Soumit, Kanchana, sa femme, Lila, la maman de sa femme. Et on découvre une famille hyper unie, hyper douce, hyper bienveillante, hyper discrète, alors qu'on est chez eux quand même. On est en plein dans leur salon. La chambre qu'ils louent est plein dans leur salon. Et donc, on se retrouve avec cette famille qui nous ouvre les portes de chez eux littéralement, qui nous ouvre leur cœur. Et Soumit, arrivé en soirée, nous ouvre les albums de famille, nous montre ses photos, nous parle de la rencontre avec sa femme, nous montre les albums de photos de leur mariage. Et j'ai trouvé ça fou, quoi, d'avoir cette connexion comme ça de cœur si profonde avec des choses un peu intimes aussi rapidement, quoi. C'est le premier pays du tour du monde. Premier pays, et notre visa à l'époque était de 28 jours. Donc 28 jours, c'est court quand même pour un pays comme le Sri Lanka, même si ça reste un petit pays. Mais c'est vrai qu'au bout de 2 jours, quand on a dû quitter Soumit, il était très triste de nous voir partir. Il a essayé de nous retenir, il a essayé de nous faire venir avec lui dans une fête de village. Et c'est vrai qu'on avait fait le choix de poursuivre notre route à ce moment-là pour pouvoir découvrir le reste du Sri Lanka. Et c'est vrai qu'avec le recul, on a un petit peu regretté parce qu'on s'est dit, on n'aurait peut-être pas fait tout le Sri Lanka comme on l'a fait, mais on l'aurait fait différemment. Donc voilà, ça fait partie de l'expérience aussi, c'est qu'à l'époque, on était différents dans un autre mood, on a poursuivi notre chemin. Mais c'est vrai que cette connexion de cœur immédiate et aussi profonde nous est vraiment restée en tête. Et moi, ça fait 3 ans que j'y pense tous les jours, quoi. Je trouve ça formidable Il s'est vraiment passé quelque chose, ouais, quoi. c'est ça. Le langage du cœur, clairement, est universel. Et là, pour le coup, on parle vraiment de cœur. C'est pas une question de langue, puisqu'il parle très mal anglais. Moi, je parle pas un mot de singalais. Mais il s'est vraiment passé quelque chose au niveau du cœur, ouais. Parce que du coup, vous communiquiez comment s'il parlait pas anglais? Alors, on parlait anglais, mais c'est un anglais très scolaire. C'est-à-dire que même le scolaire de base, il ne maîtrise pas vraiment, mais en fait, avec les gestes, avec de l'anglais un petit peu bafouillé, on se débrouille, quoi. On y arrive à se faire comprendre. Et puis finalement, moi, je trouve toujours que les yeux aussi disent beaucoup, les regards. Est-ce que tu peux nous décrire le village dans lequel vous viviez avec eux? Alors, Mirissa, c'est un village qui est situé en plein cœur de la côte sud, en plein milieu, entre Gale et Tangal sur la droite. On est dans un petit village côtier, donc c'est un petit village de pêcheurs. La bourgade de Mirissa est en forme de croissant, si tu veux, donc ça représente une espèce de baie un petit peu protégée. C'est d'ailleurs là où les vagues sont les moins puissantes, puisque sur la côte sud du Sri Lanka, les vagues peuvent être assez puissantes, la baignade peut être assez dangereuse, donc c'est vrai que les surfeurs se régalent, parce que pour le coup, il y a de la vague, mais au niveau baignade, ça peut être un petit peu dangereux, notamment à Tangal. Mirissa, c'est le bon compromis, notamment pour les familles qui vont écouter le podcast, puisque les eaux sont assez tranquilles, assez calmes, l'eau est très limpide, on peut voir des tortues de mer directement à la surface de l'eau, donc c'est vraiment très joli. Et donc la plage de Mirissa, c'est une plage qui est assez sauvage et préservée. Il y a quelques bars et restaurants installés sur la plage, mais ça reste dans des constructions à taille humaine. Ce n'est pas défiguré par pour l'instant, ce n'est pas défiguré par les gratte-ciel, etc., qui viendraient manger le littoral. Et donc Mirissa, c'est un tout petit village, je pense que tout le monde se connaît. Et nous, à l'époque où on a connu Soumit, il y a 3 ans en arrière, il avait un glacier. Un glacier, du coup, qui avait pour vocation d'être un business tourné touriste un petit peu, puisqu'effectivement, les Sri Lankais n'ont pas forcément pour habitude de manger des glaces à l'italienne comme on peut le faire en Europe. Et donc, Soumit était vraiment dans cette démarche d'avoir un café glacier pour les touristes. Malheureusement, avec la pandémie, forcément, ça a redistribué les cartes et il a dû arrêter son activité. Et aujourd'hui, il a reconverti son local, puisque ce local est collé à sa maison. Il a reconverti le local en petite supérette locale. Donc aujourd'hui, il vend des produits de première nécessité pour la population locale, produits d'hygiène, produits d'alimentation, gâteaux apéritifs, biscuits. Donc j'ai pu le voir à l'œuvre, c'est un gros bosseur, quoi. Il commence à 6h30 le matin, il finit à 21h30 le soir. Après, il faut tout briquer, enlever la poussière. En cas d'orage, il faut protéger la marchandise puisqu'il y a des fuites dans son toit. Enfin, c'est vraiment un bosseur et tu vois, même ça, c'est hyper touchant de le voir parce que c'est quelqu'un qui se plaint pas, qui a vraiment le sourire du matin au soir. Et c'est vrai qu'à Mirissa, c'est un peu une star, quoi. Tout le monde le connaît. J'ai pu voir, les gens viennent le voir juste pour prendre 3 cacahuètes et lui dire bonjour, mais c'est vraiment un peu comme une star locale. Il est vraiment bien implanté dans le village. Donc à la base, c'est quand même un village touristique? Oui. Bah, déjà, le Sri Lanka, c'est vrai que je pense que les touristes se concentrent essentiellement sur les côtes, puisque c'est un pays qui est multiple. On peut à la fois s'éclater au niveau des paysages côtiers, pour les plages paradisiaques, on peut s'éclater au niveau randonnée, puisqu'il y a des reliefs de dingue, on peut s'éclater pour les animaux sauvages. Il y a pas mal de parcs nationaux protégés où on peut observer des éléphants, des léopards, etc. Mais du coup, oui, Mirissa, c'est très touristique, puisque la plage est vraiment paradisiaque et qu'elle est vraiment située sur le croissant sud, qui doit être la partie du Sri Lanka la plus visitée par les touristes.
Donc tu décides de faire ce livre. Alors le livre, c'est un récit de voyage, donc il comporte 23 chapitres. 21 chapitres sont consacrés à mon voyage au Sri Lanka, avec la description au jour le jour de mes découvertes, de mes rencontres, des paysages, des odeurs, des couleurs. Le plus beau compliment que j'ai pu recevoir sur ce livre, c'est que les gens qui l'ont lu m'ont dit qu'ils avaient vraiment l'impression d'être en immersion dans le voyage, comme s'ils étaient avec moi. Donc je trouve ça formidable qu'à travers les mots, finalement, j'ai réussi à retranscrire les émotions, les odeurs, les couleurs, puisqu'il n'y a que du texte, hein. C'est un récit de voyage, il n'y a absolument aucune photo ni illustration. Les 2 derniers chapitres, forcément, concernent mon accident, puisque je me suis blessé en fin de séjour. Et donc, pareil, je relate dans ces chapitres-là l'expérience douloureuse que ça a pu être. Et le livre se termine sur mon rapatriement. Une fois que j'étais dans l'avion, j'ai arrêté d'écrire le livre puisque ce qui s'est passé après ne concernait plus ce voyage-là et je voulais pas non plus tomber dans un livre pathos. Le but, c'était de relater vraiment cette expérience au Sri Lanka et d'en faire un projet solidaire. Du coup, l'accident, est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors il faut, pour imaginer, il faut imaginer un trottoir sur lequel je marchais avec mon mari le soir pour chercher un restaurant. Et au Sri Lanka, les trottoirs sont des espèces de blocs de béton, et tout d'un coup, il peut ne plus y en avoir, puis y en avoir de nouveau, puis ne plus en avoir. Et en fait, c'était à Anuradhapura, dans le nord du pays. Il n'y avait pas d'éclairage public, donc je marchais sur ce trottoir, et d'un coup, il n'y a plus eu le trottoir. J'ai fait une chute de 2 mètres dans les égouts de la ville, et j'ai pas vu le danger arriver, Ouf. d'où la violence du choc, puisque j'ai pas vu qu'il y avait un trou devant moi. Et sur le moment, c'est vrai que j'ai un petit peu été sonné, puisque je suis vraiment tombé de tout mon poids dans ce trou. Mon mari a poussé un cri qui m'a sorti de cette torpeur, et tout d'un coup, j'ai essayé de me relever, et là, j'ai compris qu'il y avait un problème. J'ai tout de suite senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. La chance qu'on a eue, c'est qu'un Sri Lankais se trouvait dans le secteur, il a tout de suite appelé les urgences, et donc j'ai été conduit très rapidement aux urgences d'Anuradhapura. Mais la difficulté, au-delà de l'accident, a été que j'ai été conduit dans un premier hôpital. Et c'est là où j'ai découvert que malheureusement, il pouvait y avoir des hôpitaux qui ressemblent plus à des dispensaires, comme on peut voir dans les films. Et si tu veux, c'est la première fois de ma vie que j'étais confronté à cette réalité-là. J'en ai vu dans les films. Mais là, quand je me retrouve dans un dispensaire entouré de gens qui hurlent, de gens qui saignent, de gens qui souffrent, et que l'infirmière vient me voir en me disant: Monsieur, il n'y a pas de médecin, il faut passer la nuit ici, mais il faut attendre le médecin demain. Moi, j'étais ouvert, j'avais donc le pied cassé, j'avais le bras ouvert sur 4 cm, avec des excréments sur le corps, quoi. Il faut imaginer que je tombais dans les égouts. Donc l'infirmière me dit: il n'y a pas de médecin, si vous voulez, il y a une petite douche au fond, si vous voulez vous décrasser, etc. Et là, donc, on me conduit à la douche tant bien que mal, on me donne un savon, je me retrouve dans une douche pleine de toiles d'araignée, pas de lumière, je me nettoie comme je peux, on m'installe dans un lit. Mais si tu veux, à ce moment-là, je me suis vraiment rendu compte de la situation tragique que vivaient les autres. Moi, si tu veux, ça m'a permis de relativiser sur le fait que j'ai le pied cassé, j'ai le bras ouvert, il n'y a pas de médecin, c'est la fatalité, je ne vais pas me plaindre. Ça permet aussi dans ce moment-là d'acquérir une grande humilité, puisque ça aurait été en France, je pense que j'aurais pas réagi de la même façon. Je me serais sûrement permis de dire: mais comment ça, il n'y a pas de médecin, appelez-moi le directeur. Enfin, là, clairement, autour de moi, j'ai vu des gens qui étaient dans une situation qui était pire que la mienne, et c'est vrai que ça m'a aidé à relativiser. C'était très difficile à vivre, bien sûr, mais de voir des jeunes de, je sais pas, peut-être 9-10 ans, le pied en sang, tout ça. Enfin, si tu veux, ça m'a vraiment aidé à relativiser. T'as pas de fenêtre, donc l'hôpital, c'est tout ouvert sur l'extérieur. T'as les moustiques qui te dévorent, t'as des chiens errants dans l'hôpital, t'as des gens qui hurlent. Et clairement, c'est traumatisant. C'est ça que je raconte souvent, c'est que c'est traumatisant à voir. Moi, je suis quelqu'un de sensible, j'aurais jamais pu être chirurgien dans ma vie, je suis très sensible dans le sang, mais la souffrance humaine, en fait. Et quand tu vois une vingtaine d'infirmières qui font ce qu'elles peuvent, mais ce sont des infirmières, donc elles n'ont pas les capacités de soigner les blessures, et que tu vois les gens s'accumuler, et que tu sais qu'il n'y a pas de médecin, c'est très difficile à vivre, en fait, à accepter cette injustice. Et comment ils gèrent les cas d'urgence? Écoute, ils ne les gèrent pas, je ne vais pas donner de détails ici parce que c'est assez. Mais disons qu'en pleine nuit, il y a eu un accident frontal entre deux messieurs qui ont eu un accident de voiture frontal. Ils sont arrivés, la tête complètement gonflée, je ne sais pas comment, enfin, de liquide. Et en fait, le lendemain, quand les familles sont arrivées, leur hurlement ne laissait peu de doute sur l'issue. Et j'ai demandé à l'infirmière qu'est-ce qui s'était passé. Et elles m'ont expliqué que les 2 hommes n'avaient pas passé la nuit, quoi. Donc, si tu veux, c'est la réalité. Quand il n'y a pas de médecin, derrière, il n'y a pas de solution. Donc, de voir ça de mes propres yeux, ça m'a traumatisé, si bien que le lendemain, quand ces familles-là sont arrivées en hurlant, je faisais que pleurer. Et le directeur de l'hôpital, le directeur du service est venu à mon chevet me dire: mais monsieur, qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez mal? Vous voulez qu'on vous donne de la morphine? J'ai dit: non, non, monsieur, je pleure parce que je suis choqué de ce que je vois. Moi, ça va, c'est mon pied, tout va bien, il est cassé, mais c'est pas grave. Ce que je vois me choque. Donc en fait, tu as dû attendre toute la nuit et donc c'est le lendemain que les médecins sont arrivés. J'imagine en fait qu'ils étaient occupés sur plusieurs hôpitaux Oui, exactement. aux alentours. Exactement. Le lendemain, vers 9 heures du matin, un médecin passe de lit en lit, prend les dossiers médicaux les uns après les autres, pose son diagnostic.
Moi, clairement, le pied, il pouvait rien faire puisque, en fait, si tu veux, pendant la nuit, ils m'ont fait une radio du pied et selon leur diagnostic, j'avais juste une entorse. Donc, ils m'ont juste commandé une botte de contention pour pouvoir installer mon pied, bon, sachant que je fais du 47. Donc, il a fallu qu'ils la commandent à Colombo, la capitale du Sri Lanka, et qu'un ami du directeur me la fasse venir le lendemain par voiture. Donc, tu vois un petit peu la difficulté. Je fais du 47 et c'est vrai que c'est pas une taille classique pour eux là-bas. Au-delà du pied, donc il n'y avait rien à faire selon eux, j'avais le bras ouvert, et donc effectivement, le lendemain matin, un médecin arrive, du coup m'envoie dans une salle sans asepsie, m'explique que le bloc est occupé, mais que si je veux attendre le bloc, il faut que je patiente encore quelques heures de plus. Là, quand j'ai vu mon bras qui commençait un petit peu à nécroser, puisque moi je ne suis pas spécialiste, mais j'ai clairement vu que les chairs avaient commencé à sécher, je lui ai dit non, non, allez-y, recousez-moi. Et donc, il m'a recousu. Et le médecin qui fait ma suture me raconte en anglais que c'est sa première suture, qu'il est tout juste diplômé, que c'est la première fois qu'il fait une suture sur un bras. Oh, merde. Donc, je lui dis, allez-y, allez-y. Tu vois, à ce moment-là, t'es plus dans ton corps, quoi. Je suis sorti de moi. Je me dis, bon, bah, de toute façon, c'est comme ça, il n'y a pas le choix, il faut y aller, il faut que je sorte de pas cet enfer, mais un petit peu quand même, c'est assez traumatisant. Donc, il me recoue le bras, je sors de l'hôpital. Et si tu veux, là où je veux rappeler ça aux auditeurs, c'est qu'il est primordial de partir bien assuré. Ah oui, c'est primordial. Nous, on est parti avec Chapka Assurance, qui est une des solutions d'assurance voyage. Et quand Chapka a reçu mon diagnostic, ils l'ont transmis à leurs experts et ils n'ont pas été sûrs que le diagnostic soit vraiment fiable. Ils avaient un doute sur le fait que le diagnostic posé sur mon pied était vraiment certain. Là où ils ont été très forts et que je les remercie encore aujourd'hui, c'est qu'ils m'ont fait transférer dans un autre hôpital. Donc là, j'ai été rapatrié à Colombo, la capitale du pays. Et donc, je me retrouve au Lanka Hospital, qui est le jour et la nuit. C'est-à-dire que là, je me retrouve dans un hôpital flambant neuf, marbre au sol, coupole en verre, des médecins de partout. C'est le jour et la nuit par rapport à Anuradhapura. Et là, on me refait du coup toute une batterie de tests, notamment les radios du pied. Et en fait, il s'avère que j'avais une double fracture déplacée. Donc, si tu veux, si on se base sur le fait que dans le premier hôpital, on me diagnostique une entorse, si j'étais resté là-dessus et que je n'avais pas forcément fait jouer mon assurance, j'aurais sûrement une séquelle aujourd'hui, puisque mon os était déplacé. Donc, je n'aurais pas pu me reconstruire de façon correcte. Quand on m'annonce que j'ai une fracture déplacée, le chirurgien va au-delà de ça, il me dit, là, vous avez une fracture déplacée, il vaut mieux qu'on vous opère ici sur place avant que vous soyez rapatrié dans votre pays, parce qu'il y a un risque, ça va très vite, il y a un risque que vous ayez une séquelle. Donc forcément, j'avais 35 ans à l'époque. Quand il me dit ça, je me dis, à 35 ans, je ne veux pas prendre le risque d'avoir une séquelle, j'ai besoin de mes pieds pour marcher, enfin, c'est ma passion, c'est le voyage, j'ai besoin de ma mobilité. Et il m'a clairement fait comprendre que mon tour du monde n'était plus du tout à l'ordre du jour, qu'il fallait que je me concentre sur la rééducation. Donc j'accepte d'être opéré sur place. Et ensuite, ils ont attendu que l'assurance valide la prise en charge financière. Il y en avait pour 10 000 euros quand même. Donc, d'où l'importance d'avoir une assurance voyage. 10 000 euros, c'est une somme. J'ai vraiment vu 2 hôpitaux dans le même pays, le jour et la nuit. Est-ce que tu peux nous parler de ton état d'esprit quand tu es rentré, donc après cet accident? Parce que j'imagine qu'il y avait aussi un mélange de frustration d'avoir arrêté le tour du monde, de pas savoir quand est-ce que ça allait redémarrer, et en même temps, il s'était passé quelque chose de fort, à la fois avec la famille, à la fois avec ce que tu avais vu dans les hôpitaux. Donc, c'est quoi ton état d'esprit? Effectivement, au rapatriement, mon état d'esprit premier, c'est une immense frustration. Il faut savoir qu'un tour du monde, pour toutes celles et ceux qui le vivent actuellement ou qui l'ont vécu, c'est au moins 2 ans de préparation, qui est une préparation mentale, une préparation physique, une préparation financière. Au moment où on prend la décision de partir en tour du monde, c'était 2018, on était à la table d'un café à Paris, et je dis à mon mari, j'y viens, on plaque tout, on part en tour du monde. Sur le coup, il me dit, mais t'es fou, mais on vient de prendre un appart, on a de bonnes situations professionnelles, pourquoi tu veux tout quitter? Enfin, tu vois, il est dans ce truc, je comprends pas ce qui t'arrive, quoi. Et là, je lui explique à quel point, pour moi, un tour du monde, c'est pas perdre 2 ans sur son CV, c'est au contraire inscrire une ligne qui est une ligne énorme d'apprentissage, de connaissance de la vie, de connaissance de soi. Et je lui présente ça vraiment comme un apprentissage. Donc sur le coup, quand il réfléchit, il me dit, ouais, t'as raison, on n'a rien à perdre, on est jeune, faisons-le. Donc on passe 2 ans à économiser, tous les deux sur nos boulots respectifs, on se met la rate au courbouillon à enchaîner les contrats pour pouvoir mettre cet argent de côté. On est parti sur la base de 15 000 euros par an et par personne, donc ça faisait 60 000 euros à réunir pour ce tour du monde. Mais finalement, Qu'est-ce que tu faisais comme boulot? moi j'ai été attaché de presse dans la musique pendant 14 ans en freelance et mon mari était directeur d'un restaurant vietnamien. Alors, depuis on fait plus du tout ça, mais à l'époque on était dans cette situation-là. Des métiers Ok. qui permettaient effectivement de mettre peut-être de l'argent plus vite de côté, parce que souvent on nous dit oui vous avez de la chance, vous aviez les métiers qu'il faut, mais je pense que c'est accessible à tout le monde, un tour du monde. C'est sûr que certains métiers permettent d'économiser plus vite que d'autres. Après, c'est que des choix. Moi, j'étais à mon compte, tu vois, donc le mérite revient vraiment à la détermination qu'on met dans ces projets, puisque finalement, quand on veut, on peut. Nous, quand on a pris la décision, on avait 0 sur nos comptes. 1 an et demi après, on avait 60 000 euros de côté. Donc, ça prouve bien que. Alors, ça nécessite des sacrifices, attention. Hein, on n'avait plus de vie sociale, on voyait plus trop nos potes, on s'achetait absolument aucun vêtement.
on n'a pas de grands besoins, donc finalement, ça a été assez simple de se restreindre puisqu'on n'a pas de grandes envies, de grands besoins, à part celui de voyager. Donc, quand on a mis ces sous de côté, on est parti en tour du monde. Et forcément, quand il m'arrive cet accident 3 semaines après, alors qu'on devait partir 2 ans, c'est brutal. Il faut savoir que le plus dur, finalement, quand on quitte tout, je pense que ce sont les au revoir. Quand on en vient à dire au revoir à ses proches, c'est déchirant. Mon mari est très, très famille. Et c'est vrai que je revois la scène sur le quai de la gare, c'est terrible, puisque quand tu dis au revoir à tes parents à ce moment-là, tu leur dis au revoir pour 2 ans. Tu sais pas ce qui va t'arriver. Donc, Ah, puis tu sais jamais ce qui va se passer pendant les 2 ans, on est c'est d'accord. ça. Et donc forcément, quand le rapatriement arrive au bout de 3 semaines, moi je ressens une frustration énorme. Il faut savoir que du coup, je rentre en France. Derrière, le Covid fait qu'on est tous confinés. Moi, j'ai le pied plâtré. Je ne sais pas si je vais remarcher. Je ne sais pas si je vais remarcher et dans quelles conditions. Je n'ai pas pu faire la rééducation avec mon kiné tout de suite puisqu'on était confinés. Donc ça m'a plongé dans une espèce de désarroi où j'étais complètement paumé, catapulté chez le papa de mon mari puisqu'on avait tout quitté. Donc on n'avait plus d'appartement, plus de situation. Et pourquoi t'as été rapatrié au départ? Pourquoi t'es pas resté là-bas? Parce que tu t'étais fait opérer Oui, là-bas. oui, on avait deux choix. On aurait pu rester au Sri Lanka ou dans un autre pays et patienter. Mais si tu veux, rester quelque part, c'est forcément grignoter son budget. On aurait pu rester au Sri Lanka. Moi, j'avais 6 semaines minimum de convalescence, plus de la rééducation. Donc, clairement, on partait sur au moins 2 mois, 2 mois et demi, voire 3 mois d'arrêt total, à devoir rester au même endroit, me rééduquer, etc., avant de repartir. On avait 25 kilos de sac à dos chacun sur le dos à ce moment-là. Des grands fous furieux, tu vois. Donc 25 kilos, clairement, on pouvait pas moi, je pouvais pas porter mes sacs. Nicolas pouvait pas porter plus que 25 kilos, c'est pas possible. Donc on serait resté au même endroit. Donc ça voulait dire grignoter notre budget. Donc on s'était dit, bon, puisque l'assurance voyage propose de nous rapatrier, pourquoi ne pas rentrer en France, prendre le temps de se reconstruire physiquement et mentalement, puisqu'une épreuve, quand même, ça reste une épreuve, et on repartira en mai, juin pour la suite de notre tour du monde. C'était le plan initial. Forcément, quand Ok. on arrive en France en février et que la pandémie frappe en Europe, on se rend compte que ben, voilà, on est chez nous et on doit rester chez nous. Et donc on se retrouve chez le papa de mon mari qui a eu la gentillesse de nous héberger. Et si tu veux, petit à petit, avec l'évolution du Covid, on s'est bien rendu compte qu'on ne pourrait pas repartir et on a attendu comme ça 2 ans. 2 ans, donc 1 an chez le papa de mon mari, 1 an chez un ami à Perpignan qui nous a aussi hébergé gracieusement le temps qu'on patiente pour pouvoir repartir. Mais ça n'a jamais été possible de repartir. Donc au bout d'un Et vous aviez repris vos boulots? Non, non, non. On était vraiment. En fait, la chance qu'on a eue, c'est qu'on avait du coup nos économies. Le papa de mon mari qui nous a hébergés pendant 1 an, un ami qui nous a hébergés pendant 1 an. Et grâce à eux, on a pu ne pas trop toucher nos économies. Finalement, au bout de ces 2 ans de patience, on avait pratiquement encore le même budget. Et comment t'occupais tes journées pendant ces 2 ans? Oh, bah, tu sais, moi je suis quelqu'un de très curieux, donc en France, on a eu. Alors, comme je te disais, en 2020, on a acheté une 4L entre les deux confinements et on est parti faire un tour de France de 3 mois en 4L. Donc, on a fait 13 000 kilomètres. On partait pour 24 pays sur 2 ans et finalement, on connaissait si mal la France. Donc, finalement, on se dit, bah, effectivement, c'est plus logique déjà de prendre le temps de connaître son propre pays et puis de partir après découvrir ce qui se passe ailleurs. Moi, ce que je trouve toujours, j'adore la France. Moi, je suis fier d'être français, je le dis souvent, je suis fier d'être français, j'adore mon pays. C'est vrai que ce qui est compliqué en France, bah, que le tourisme est plus cher, donc ça demande plus de moyens. Et bah, au niveau de la mentalité, c'est sûr qu'on n'a pas l'exotisme, quoi. Quand je me balade en France, quelle que soit la région, même si chaque région a sa spécificité, on est clairement dans les mêmes codes. Je me retrouve dans toutes les régions de France, alors que quand je pars au Sri Lanka, je me sens complètement déconnecté de ma zone de confort. Et ce ne sont pas du tout les mêmes modes de vie, les mêmes modes de pensée, les mêmes aliments dans l'assiette. Donc forcément, c'est ça que je vais chercher à l'étranger, c'est le côté exotique, à vraiment être en dehors de ma zone de confort et être vraiment dans l'écoute plus que dans la parole, pour le coup. Donc on fait ce Tour de France. Après, s'en suivra d'autres voyages de 3 mois, notamment en Équateur, fin 2021. Mais on était toujours dans l'état d'esprit d'attente. Et moi, j'ai eu énormément de mal à faire une croix sur le tour du monde. Ça a été à un moment donné, c'était un point de blocage avec mon mari. On était dans deux situations avec deux envies différentes. Moi, repartir à tout prix. Lui, se poser en France, puisque bah, le temps aussi étiole l'excitation. Hein. Il faut dire que 2 ans, c'est long. Et donc, j'ai eu vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de mal à faire une croix sur le tour du monde. Et ce qui m'a aidé à faire une croix sur ce tour du monde, c'est que j'ai fini par réaliser que c'était qu'une forme de voyage, que ce n'était pas la fin du voyage. Mais c'est vrai que j'avais mis tellement d'énergie, d'expectative, d'espérance dans ce projet, j'avais tellement sacrifié de choses pour pouvoir le concrétiser, ce rêve de gosse, que ça a été brutal et difficile de faire une croix dessus. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'avec le recul, je me rends compte que cette épreuve n'est pas arrivée pour rien. Ce que je viens de vivre au Sri Lanka n'est pas arrivé pour rien non plus. Et j'ai eu le sentiment en y retournant que cette épreuve m'avait rendu beaucoup plus fort. Quand je parle de cette épreuve, que ce soit aux voyageurs que je peux rencontrer ou aux Sri Lankais à qui je raconte ce que je suis venu faire dans leur pays, donc rendre, remercier, faire quelque chose pour eux en retour, ça les a énormément touchés en fait. Et je me suis rendu compte que sans vouloir me mettre dans une posture, je ne cherche pas à être...
je ne cherche pas à en mettre plein les yeux, mais je me suis rendu compte que quelque part, bah, c'était peut-être pas courant, effectivement, qu'un voyageur comme ça retourne sur les lieux de l'accident, retourne dans les hôpitaux dans lesquels il s'était blessé, fasse une action comme j'ai pu faire. Mais c'est vrai que ça s'est fait naturellement chez moi, c'était une envie profonde que j'avais, et voyager et rendre, pour moi aujourd'hui, c'est primordial, puisque tous les voyages que je peux faire me font grandir. Mais qu'est-ce qu'on leur rend à ces pays? Qu'est-ce qu'on leur laisse? Moi, je vais pour mon propre plaisir au Sri Lanka, au Vietnam, au Cambodge, mais derrière, qu'est-ce que je leur apporte vraiment? Qu'est-ce que je leur laisse? Alors bien sûr, avec les réseaux sociaux, j'estime que la mise en valeur de leur patrimoine, de leur paysage, c'est aussi leur rendre, quelque part, on participe à la promotion de leur paysage et de leur pays. Mais je voulais faire plus que ça, quoi. Repartir au Sri Lanka, pour moi, c'était faire plus que ça. Pour te donner un exemple, quand j'ai vu le chirurgien qui m'a opéré, le docteur Pinto, quand j'arrive face à lui à l'hôpital, sur le coup, il a fait un bond en arrière, il me dit: «Mais pourquoi vous revenez me voir 3 ans après? Il y a un problème?» Tu vois, J'ai pas bien fait mon travail. ouais, ouais, tu vois, c'est humain, c'est-à-dire qu'il m'a vu arriver, il a C'est pensé tout de drôle. suite au problème. Et j'ai dit: «Non, docteur, je suis juste venu ici, face à vous aujourd'hui, parce que ça fait 3 ans que je rêve de vous dire merci. Merci de m'avoir soigné, puisque grâce à vous aujourd'hui, à chaque pas que je fais, je pense à vous.» J'ai fait Compostelle en 2021, puisque, bah, fort de ma dépression, j'avais besoin de me vider la tête, donc j'ai fait Compostelle en France en 2021. Chaque pas que j'ai fait, je pensais au docteur Pinto. Chaque pas que j'ai fait, c'était un pas vers ma reconstruction mentale où je me suis rendu compte que mon pied était solide, que je tenais le coup physiquement et que je pouvais repartir sur les routes sans souci. J'ai ma plaque dans le pied, mais elle ne me gêne absolument pas. Et donc, quand il a compris que je venais pour lui dire merci, il a fait un bond en arrière, il en a perdu ses mots. C'est un monsieur qui doit quand même avoir peut-être 60 ans, hein, donc il a l'habitude de voir des gens, un monsieur d'une certaine posture, un certain charisme, et il a limite fondu en larmes, quoi. Il m'a dit: «C'est la première fois que ça m'arrive.» Et mon objectif, c'était vraiment de dire merci. Et comme je te disais, j'ai sorti un livre du coup pour aider une famille au Sri Lanka, qui est un livre en français, puisque c'était destiné aux internautes français, mais j'ai fait une traduction en singalais, en 5 exemplaires, et je lui ai remis un exemplaire en singalais dans sa langue natale pour qu'il puisse lire mon récit de voyage. Et donc je lui ai offert ce livre pour qu'il puisse lire ce récit, et je lui ai expliqué un petit peu l'histoire derrière ce livre. Il a été d'autant plus touché, puisque il trouvait ça touchant qu'un étranger fasse quelque chose pour son pays. Et je lui disais: «Mais docteur, vous savez, en 2020, ce que votre pays a fait pour moi, c'est énorme et je l'oublierai jamais. Ça me semble juste normal en retour de faire quelque chose pour votre pays.» Bon, c'est pour une famille, hein, j'ai bien conscience que je ne sauverai pas le Sri Lanka malheureusement, mais ça l'a beaucoup touché. Que tu avais partagé avec cette famille ce que tu avais fait? Avant de me permettre de parler de leur histoire sur les réseaux sociaux, il faut quand même contextualiser, c'est-à-dire que pour vendre un livre, surtout sur une histoire comme celle-ci, il fallait que je puisse être certain que la famille accepte que je parle de son histoire. Donc je les ai contactés pour leur expliquer. Je pense pas qu'il ait compris vraiment que les bénéfices seraient pour eux. Puisque quand je leur ai remis l'enveloppe le soir où je suis arrivé chez eux, c'était le premier soir de mon retour au Sri Lanka, le 29 juin, il a fait un bond en arrière, il a vu cette liasse de billets qui représentait du coup 1 000 euros. Il n'a pas compris tout de suite que c'était pour lui. Il a compris que c'était mes bénéfices, mais il n'a pas compris que c'était pour lui. Donc je pense qu'il avait compris que j'avais écrit un livre, que j'avais fait des bénéfices avec ce livre, mais il n'avait pas compris que c'était pour lui. Rappelle-nous un petit peu le salaire moyen là-bas. En gros, les médias parlent d'un salaire moyen entre 150 et 250 euros. Quand je vois mon ami travailler, j'ai passé du coup une bonne semaine à le voir travailler du matin au soir. Les gens viennent pour des bricoles, ne viennent pas faire des grandes courses. C'est une petite supérette, et il m'expliquait qu'au niveau de sa marge, elle est minime par article, quoi. Donc il a besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler. Il me disait: un jour fermé, c'est un jour où il ne gagne pas d'argent. Donc en gros, il travaille toute l'année, 7 jours sur 7, jours fériés inclus. Il a très peu de temps pour voir sa famille. Donc voilà, je suis parti sur la base qui gagnaient mal leur vie, malheureusement. Et je sais que 1 000 euros, du coup, ça représente une certaine somme pour eux, qui ne les sauvera pas non plus. Mais j'ai le sentiment qu'on a vraiment fait quelque chose qui va leur permettre, en tout cas, tu vois, de retrouver de l'espoir. Et c'est ça que je voulais leur apporter. C'est ce qu'il m'a dit d'ailleurs, Soumit, quand je suis reparti du Sri Lanka. Il m'a dit: mon ami, tu m'as apporté de l'espoir et tu nous as redonné de la force d'y croire. Et ça, je trouve que c'est le plus beau cadeau qu'on pouvait leur faire, au-delà de l'argent. Mais retrouver la force d'y croire, je trouve que c'est beau comme cadeau. Le Sri Lanka, il faut savoir que les cueilleuses de thé, ce sont exclusivement des femmes qui cueillent les feuilles de thé à la main, du matin au soir, sous un soleil de plomb. Il fait 40 degrés au Sri Lanka, dans des champs de thé qui sont surexposés au soleil, pour le coup. Et je les vois avec le sourire. Moi, ce qui me touche au Sri Lanka, c'est que ces femmes qui gagnent à peine 2 euros par jour, ça c'est leur réalité. Elles ont le sourire du matin au soir, elles se prêtent volontiers aux photos avec les touristes. Il y a 4 religions. Bon, la plus représentée, c'est le bouddhisme, l'hindouisme au nord. Moi, le bouddhisme, je connais assez mal. Ce que j'y ai compris du bouddhisme, c'est que c'est très lié au karma. Ils sont très sur l'équilibre des énergies, l'équilibre de la vie, tout simplement. Et ils sont très dans le karma. Et c'est vrai que du coup, je pense que
mon comportement, mon projet solidaire, mon attitude de voyageur les a touchés par rapport au karma, puisqu'ils avaient le sentiment que quand on essaie d'être quelqu'un de bien ou de faire de bonnes actions, la vie nous le rend derrière. Et tu vois, j'ai vraiment vérifié. C'est-à-dire qu'un exemple tout bête, mais au Sri Lanka, moi, je suis alors mes zygomatiques ont vraiment travaillé parce que j'ai souri du matin au soir. Mes followers sur Instagram me disaient c'est fou, t'as l'air tellement heureux, etc. Mais c'était le cas. J'avais la banane du matin au soir. J'étais profondément heureux d'y retourner. C'était vraiment un rêve d'y retourner. Donc j'étais très heureux. J'ai pris plusieurs fois des Sri Lankais. Alors la différence pour ce voyage-là, c'est que mon mari n'était pas avec moi. Il m'a offert ce voyage-là comme une quête personnelle. Il m'a dit, c'est ton histoire, tu as ce besoin-là, je te laisse y aller seul, même si je rêve de retourner au Sri Lanka aussi, je te laisse vivre ton histoire, puisque il avait le sentiment que la boucle n'était pas bouclée, et il m'a fait ce merveilleux cadeau de m'offrir ce voyage-là, de m'offrir la cagnotte aussi, mon budget quotidien pour pouvoir payer mes hébergements, mais il n'est pas venu avec moi. Donc c'est vrai que j'avais du coup mon scooter pour moi tout seul, et plusieurs fois j'ai pris des Sri Lankais en stop au bord de la route, spontanément, sans qu'ils me le demandent. Hein. Je m'arrêtais, hello mon ami, tu vas où, etc. Si tu veux, je te prends avec moi. Et derrière, sans que j'ai à le demander, pareil, des Sri Lankais me prenaient en stop, sans que j'ai à le demander. Et parfois, les Sri Lankais me prenaient en stop. Je me suis retrouvé notamment avec un Sri Lankais qui m'a amené du coup au pied d'une cascade. Et au pied de la cascade, il m'a proposé de jouer au guide. Donc on a traversé des montagnes par des petits sentiers que seul un Sri Lankais pouvait connaître. Je me retrouve dans des sentiers. Alors là, j'ai galéré parce que moi, ma condition physique, elle est quand même limitée. Je n'ai pas l'habitude de faire de la montagne, mais là, pour le coup, je l'ai pas renchigné, je l'ai suivi tant bien que mal. Et on arrive dans des paysages de folie. Et donc, je vis quelque chose qui n'était pas prévu sur le papier. Et je me suis dit, c'est vraiment le karma, puisque moi, 2 jours plus tôt, j'ai pris un Sri Lankais spontanément. 2 jours après, un autre Sri Lankais m'a pris spontanément. Et tu vois, il y a une espèce d'effet de balance comme ça. Et je pense que les Sri Lankais sont vraiment dans ce côté karma où si tu essaies d'être une bonne personne ou de faire de bonnes choses, il va t'arriver de bonnes choses derrière. Et donc, quand Soumit m'a vu débarquer avec cette posture-là, cette attitude-là et ce geste, je pense qu'il y a vu quelque chose. Tu vois, je l'ai suivi après, on s'est retrouvé un jour de Poya. Donc, le jour de Poya, c'est le jour de pleine lune au Sri Lanka. Tous les Sri Lankais vont dans les temples, ils sont très croyants, très pratiquants, mais c'est une pratique qui est assez... ils s'habillent de blanc par respect pour Bouddha, et puis c'est une pratique qui est beaucoup sur la spiritualité. Il n'y a pas de grand cérémonial, il n'y a pas de... Chacun va dans les temples et a un côté très spirituel avec lui-même. Et donc je vois Soumit s'asseoir face à un bonze, donc un bonze c'est comme chez nous le prêtre ou l'imam chez les musulmans, et il s'assoit face à ce bonze et il lui raconte ce qui lui arrive dans la vie, il lui raconte mon retour au Sri Lanka, il lui raconte le projet que je fais pour lui, ce livre, etc. Et je le vois avec des yeux d'enfant face comme à un père, quoi. Et ça m'a énormément touché. Moi, tu vois, je me suis fait discret, je me suis mis dans un coin de la pièce, je voulais limite pas être là parce que ça m'a gêné d'être dans ce moment-là un peu spirituel, très personnel. Mais je voyais par rapport au regard que Soumit me lançait ou que le bonze me lançait, qu'on parlait de moi, je comprenais qu'on parlait de moi. Donc j'étais un petit peu rouge et gêné. Mais en fait, j'ai vu à quel point ils sont vraiment dans ce côté très spirituel et sur des énergies. Ça t'a touché. Est-ce que tu penses qu'il y a eu un avant et un après chez toi? T'as l'impression, moi, en t'écoutant, j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu une éveil spirituel et que, entre guillemets, t'es plus le même. Et que même, justement, cette famille l'a ressenti. Oui, 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 j'ai ressenti, en fait, en y retournant et en étant, enfin, si tu veux, j'ai rien calculé. Faut bien dire que c'était un souhait que j'avais d'y retourner, mais arrivé là-bas, je me suis laissé porter, j'ai rien calculé, je me suis laissé vivre, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte que en parlant de cette histoire-là, en parlant de cette épreuve-là, j'en avais fait une force déjà pour moi-même, mais les mots que je véhicule sont une force pour les autres. Les autres y ressentent beaucoup de positivisme, d'inspiration, d'admiration quelque part, d'arriver à faire d'une épreuve aussi tragique une force pareille. Et je me suis rendu compte de ça en parlant avec les locaux, mais je me suis rendu compte de ça en parlant avec des touristes étrangers. J'ai rencontré beaucoup de backpackers qui venaient d'Allemagne, de Lettonie, d'Australie, d'Inde, d'Amérique. Et à chaque fois, quand je raconte cette histoire-là, de ce que je te raconte ce matin, ça les a vachement touchés en fait. Certaines étaient au bord des larmes et je me suis rendu compte que cette histoire, je pouvais pas juste la laisser pour moi, il fallait que je la partage puisque quelque part, aujourd'hui, si elle peut inspirer d'autres personnes et leur faire comprendre que c'est simplement la vie. Moi, tu vois, j'étais quelqu'un qui était dans l'hyper-contrôle avant de partir en tour du monde. Je me suis fait arracher des dents, je me suis fait arracher des grains de beauté au cas où. J'étais un fou furieux, j'étais dans le contrôle total, je faisais des listes Excel à vouloir tout verrouiller, tout contrôler. Et en fait, la vie, au bout de 3 semaines, m'a mis une claque énorme, peut-être la plus grosse claque de ma vie, où elle m'a dit, mais mon coco, c'est pas ça la vie, tu fais fausse route. Alors, c'est pas ça la vie, puis je pense qu'en fait, ce qui t'est arrivé, c'était aussi de te dire que tu vois, je pense à ça quand tout à l'heure tu m'as dit un tour du monde, ça se prépare au moins pendant 2 ans, etc. Ça, c'est vrai pour certains, mais c'est quand même pas tous. Euh, et en tout cas, te concernant, t'as l'air de dire que t'étais, comme tu dis, vachement dans le contrôle. Et à mon avis,
tu aurais sûrement fait un tour du monde qui aurait été tellement différent parce qu'il avait l'air d'être tellement préparé, tellement calculé que tu serais sûrement passé à côté de certaines choses. Et que là, maintenant, quand tu voyages, à mon avis, tu es beaucoup moins dans le contrôle. Et du coup, tu te laisses un peu te perdre et place aux rencontres. Bah, tu as totalement raison. Je pense que tu m'as bien cerné. C'est exactement ce que j'ai ressenti au Sri Lanka. C'est d'être. Alors, ce voyage, je l'ai partagé intégralement en live sur les réseaux sociaux pour mon mari d'abord, pour ma communauté ensuite. Je leur devais, quand tu as toute cette communauté qui te soutient dans un projet pareil, je leur devais de leur faire vivre le voyage de l'intérieur. J'ai écrit un deuxième livre d'ailleurs de cette aventure qui sortira dans l'année, Sri Lanka, retour en solitaire. Mais oui, tu as totalement raison, c'est que j'ai conscience que ce tour du monde-là n'aurait pas été le même à ce moment-là, puisque je n'étais pas le même garçon. Si on devait repartir demain en tour du monde, déjà, ce ne seraient pas les mêmes pays. Je pense que dans les 24, il y en aurait déjà la moitié moins, pas les mêmes pays, et surtout pas autant de préparatifs. Autant on a mis 2 ans à préparer, alors la partie financière bien sûr, mais mon mari était là à faire des listes par rapport à ce qu'on met dans le sac à dos. On a pris 25 kilos avec nous. Tu en avais 16 kilos de vêtements, 10 kilos de matos chacun informatique. Ça serait aujourd'hui, il faut savoir qu'on repart avec 5 kilos. Moi, je suis parti au Sri Lanka avec 5 kilos sur le dos pour 45 jours. Il ne m'a absolument rien manqué. Alors, bien sûr, le PC est resté à la maison. J'ai fait des choix, hein. J'avais mon carnet de notes et mon iPhone, mais le Mac est resté à la maison, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, je pars très, très léger et je ne prépare plus rien. Autant je balise dans les grandes lignes un petit peu pour savoir où je mets les pieds. Quand on est parti au Vietnam et au Cambodge 3 mois en début d'année, on a lu les guides Lonely Planet pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il y avait à faire au Vietnam et au Cambodge, mais c'est tout. Une fois qu'on était sur place, on s'est vraiment laissé porter par les rencontres, par la météo, par notre énergie, puisqu'il faut aussi très très s'écouter. Il arrive des moments où tu n'as pas l'énergie physique, donc sur le papier, tu as des plages prévues ou tu as des paysages ou des visites à faire, mais la réalité, c'est que tu n'as pas envie, tu étais fatigué. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a appris de cette expérience et on s'est dit, ouais, on était peut-être beaucoup trop dans le contrôle. Et comme tu dis, on serait sûrement passé à côté de plein de choses. Et finalement, moi, je dis aujourd'hui, ce qui reste dans les voyages, ce sont les gens. C'est définitivement les gens. Est-ce que tu peux revenir quand même sur les 2 mois donc, de ce retour au Sri Lanka? Parce qu'a priori, tu as fait de l'humanitaire. Alors, c'est pas l'humanitaire, c'est un voyage solidaire, c'est-à-dire que je repartais avec des missions de cœur, on va dire, voilà, des missions de cœur personnelles. Mais comme je repartais au Sri Lanka, je me suis dit, la chance que j'ai d'y repartir, c'est aussi d'aller explorer des zones que peu de touristes ont le temps de faire. Donc, j'ai vraiment vadrouillé à fond pendant 45 jours où j'ai exploré toutes les parties du Sri Lanka. Pour le coup, j'ai fait plein de choses qu'on n'avait pas fait avec Nicolas lors de notre premier voyage. Et j'ai vraiment eu le temps de faire toute la côte ouest, toute la côte nord, notamment Jaffna qui a été longtemps fermée en raison de la guerre civile, les îles de Jaffna, la côte nord, la côte est, qui est aussi moins visitée par manque de temps, encore une fois par les touristes. Faire la partie centrale un peu plus lentement aussi, où j'ai vraiment pris le temps de prendre toutes les lignes de train du Sri Lanka pour voir un petit peu. Si tu veux, j'ai un blog voyage et derrière, je me suis dit, je vais pouvoir apporter beaucoup de matière et continuer à rendre au Sri Lanka, puisque finalement, un article de blog, c'est aussi participer à la promotion touristique du pays, mais le faire de la bonne façon. C'est-à-dire que le fait d'avoir fait ce que j'ai fait en backpack, dans des zones très reculées, hors des sentiers battus, c'est aussi apporter un autre regard sur le Sri Lanka et apporter d'autres sources d'inspiration pour les gens. Donc je me dis aujourd'hui, est-ce qu'on ne serait pas dans une ère où il faut un petit peu s'éclater, se séparer et prendre le temps de sortir, puisque finalement, même si au Sri Lanka comme ailleurs, il y a des zones qui ne sont pas forcément folichonnes, etc., le fait d'être dans des villages où où les locaux ne voient pas de touristes, ça crée quelque chose au niveau humain qui est bien supérieur à une plage paradisiaque en fait. Et donc j'ai vraiment pris ce temps-là lors de ce voyage-là aussi pour moi-même, si tu veux, pour voir si j'étais capable, comme ça, de partir pendant 45 jours, vraiment en solo, à m'écouter. Et écoute, tout s'est très bien passé. Je suis très, 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 très reconnaissant envers la vie. En fait, j'ai beaucoup de gratitude envers la vie de me donner cette santé, de faire tout ça. Et je me dis que voyager n'est pas une chance, ce ne sont que des choix qui mènent au voyage. Mais je fais partie quand même des privilégiés, j'en ai énormément conscience. Que voyager comme je le fais, c'est un privilège que peu de gens ont. Et j'en suis très, très reconnaissant. Et voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager avec votre entourage. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode et prenez quelques instants pour laisser un avis ou une note sur votre plateforme préférée. Vos retours sont précieux et m'aideront énormément. Merci d'avance et à bientôt pour de nouvelles aventures.